Merci beaucoup pour cet après-midi extrêmement riche. J'avais deux questions, je vais en commencer par une et puis je garde la suivante. Mais c'est une question pour Marine. Tu as terminé en... Et en fait, aussi pour Françoise, quelque part, Michael, j'ai une autre question pour toi. Mais pour Marine et Françoise, parce qu'au fond, ça rejoint aussi la question de V-Espace. Mais ça rebondit sur ta conclusion, Marine. Sur le fait d'utiliser l'IA pour explorer, ou plutôt de se questionner sur même notre utilisation de l'IA pour réaliser ce désir du voir quand on a le texte. Il y a, me semble-t-il, presque une étape, peut-être pas en plus, mais en tout cas parallèle, ou en tout cas... là-dedans, c'est la multimodalité et ce rapport texte-image, pas comme question universitaire trop traitée, mais l'idée même, en fait, qu'il y ait une traduction en image d'un texte. En fait, comme si il y avait une équivalence possible entre les deux, qui est exactement le genre d'illusion et de désir que l'IA crée, en fait. Mais qui, en fait, si l'IA peut le faire, c'est parce qu'on a derrière, il y a un moteur qui a été entraîné à lier des images à des textes, en disant, comme on l'a vu ce matin, chien égale chien, enfin une image de chien égale le mot chien. Et en fait, quand on utilise l'IA pour faire ça, on suppose une espèce d'intermédialité, une multimodalité, où voilà, le texte peut avoir un équivalent image et l'image peut avoir un équivalent texte, ce qui en fait va pas du tout de soi. Et je me demande si, en t'écoutant, si au fond cette espèce de délire que permet l'IA, au fond, ça n'invite pas aussi à jeter un regard rétrospectif sur les phénomènes que tu étudies, justement, de se dire, mais au fond, on a ces textes et on les a utilisés pour des reconstitutions, alors que c'est rien d'autre que des textes. Enfin, des textes en plus, la notion de texte, mais enfin, je veux dire, c'est rien d'autre que c'est de l'écrit, et on les utilise et on les transforme comme s'il y avait une équivalence entre les deux. Enfin, je ne sais pas en gros, sur la question de la multimodalité. Oui, alors, je crois que la question, c'est est-ce que c'est nous ou est-ce qu'il y a un moment historique où on essaye de fabriquer ça avec l'écriture? Moi, mon idée, à partir de ce que j'ai fait sur les récits de fête, c'est qu'il y a vraiment là, dans les années 60, et avec la proposition d'une écriture galante de l'histoire du roi, l'invention, il y en a d'autres qui l'ont fait avant, hein, mais la promotion de ce type d'écriture. C'est-à-dire, il y a un moment où ils disent la description précise type archive, ça n'archive pas aussi efficacement le pouvoir que l'évocation. Voilà, et que l'évocation saisissante. La Fontaine dit ça, Scudéry dit ça, Pélisson dit ça dans son projet pour l'histoire du roi. Et du coup, il y a vraiment l'expérimentation d'une écriture de l'histoire par l'évocation, et donc des textes qui cherchent à éveiller ça, c'est-à-dire à nous, qui passent leur temps à dire, je ne vais pas vous dire la longueur de la table, mais bon, enfin, les littéraires ici l'ont tous fait avec la fameuse description de la princesse de Clèves. Vous savez, on ne peut pas dessiner son portrait, on ne sait pas si elle est blonde ou brune, on sait que c'était la plus belle. Mais en fait, c'est inventé pour parler de l'actualité du roi. Pourquoi? Parce qu'ils sont face à un problème. On ne peut pas écrire l'histoire du roi en l'archivant avec des données parce que ça serait trahir le secret du pouvoir. On ne peut l'écrire que sur ce mode-là. Et du coup, il me semble que là, on a une sorte de rencontre culturelle, disons que l'IA vient remplir un trou qui était fabriqué par ces textes et qui, évidemment, pendant des années, a éveillé la pulsion des chercheurs. Et encore une fois, c'est pas du tout pour condamner. Ces textes fabriquent en nous un fantasme de reconstitution. Et effectivement, il y a des choses plus ou moins artisanales, mais ça a toujours été fait. Des reconstitutions de fêtes de Louis XIV au théâtre, il y en a depuis le 19e, et puis au 18e, ils faisaient des fêtes comme à l'époque de Louis XIV, etc., etc. Donc c'est vraiment des textes qui fabriquent de la vision et du spectacle. Et ce que je trouve intéressant là, c'est que cette histoire d'entraînement sur de larges corpus donne à voir quelque part ce qui vient de nous dans la reconstitution. Alors que dans tous, enfin, c'est pas le cas de la création, mais dans toutes les reconstitutions de type muséal, pseudo-historique, tout est fait pour nier ce qui vient de nous et essayer d'objectiver la reconstitution comme si elle venait directement du passé. La création fait des choses beaucoup plus intéressantes, voilà, en tendant la relation passé-présent, mais finalement, l'IA, de manière automatique,
nous montre la distance avec le passé. Et c'est ça que je trouve en fait beaucoup plus intéressant qu'une démarche de reconstitution visant l'authenticité, quoi. Merci. Oui. Vous nous avez parlé dans le projet réseautage. Je passe un micro. Non, mais c'est enregistré. Ah d'accord, très bien. Effectivement, vous entendez très bien. Dans le projet Récital, vous nous avez parlé du fait de faire participer des personnes gratuitement. Et pourquoi vous n'avez pas au préalable mis certaines conditions, entre guillemets, des consignes pour les personnes qui ont souhaité participer et aider au projet lors de la retranscription des différents ouvrages, des différents textes, pour leur préciser la graphie, s'ils devaient se conformer à la graphie qu'ils voyaient, ou bien avec une graphie un peu plus normalisée et modernisée. Alors, est-ce que ça... C'est une très bonne remarque. En fait, bien sûr, on y a pensé et on a tout précisé sur le site. Pour chaque action à faire, il y en a 131, je crois, possible. Il y a un petit rond, il faut cliquer pour avoir des consignes. Si vous ne savez partout, on vous dit, bah, dès la première page, vous appuyez, vous saurez. Donc il y a un endroit, on vous dit moderniser. Pour les dates, par exemple, on vous dit, vous voyez écrit mercredi, vous écrivez mercredi. Mais en fait, comme les utilisateurs, on ne les contrôle pas, puis c'est un peu comme un jeu, bah, je suppose que très peu vont ouvrir pour connaître. Quand ils doivent transcrire des choses, il y a le guide, on a même fait un petit guide de 3 pages qu'on peut télécharger ou qu'on peut lire en ligne pour expliquer ce que sont les catégories. Mais les gens ne s'en soucient pas. Alors, quant au titre, c'est difficile parce que quand vous voyez écrit premier, puis ER, il y a des gens qui vont développer premier, mais on n'a jamais dit il ne faut pas développer premier en premier. En réalité, on s'est aperçu un peu trop tard que on aurait dû empêcher d'écrire certaines choses. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est très difficile. Donc, c'est juste que votre remarque, elle est bonne. Comment on peut guider les gens? Mais il y a un petit côté jeu, un petit côté mots croisés ou tricot. Donc les gens n'ont pas envie d'aller lire des consignes. Ils voient le carré, ils se jettent dedans et ils transcrivent. Voilà ma réponse. Mais c'est vrai que le problème des données, et peut-être que Mickaël va répondre, comme les données recueillies sont extrêmement hétérogènes et qu'elles ne sont pas nettoyées et que ça représente des milliers, il y a plusieurs millions de... Si chaque tâche est quelque chose, il y a plusieurs millions de données, mais aujourd'hui, il faut de l'argent pour écrire un programme pour nettoyer tout ça et l'uniformiser. Et mon cher Mickaël, bien sûr, tu vas le faire dans ton ANR, ça, pour nous. C'est l'histoire de France, bien sûr. Tous discutent, tous négocient. Non, mais enfin, je suis entièrement d'accord. En fait, il y a 2 problèmes. Le premier, c'est que quand on ne paye pas les gens, on a beau vouloir leur imposer des choses comme ils font ça gratuitement, ils font ça comme ils ont envie de le faire. Ouais, la deuxième, c'est que même si on les paye, ils font ce qu'ils veulent. Et moi, je le vois parce que, enfin, dans d'autres cadres, sur des documents administratifs, on a organisé une compétition. On a fait annoter, je ne sais plus exactement, il doit y avoir un truc comme 15 000 documents. On a payé les gens, ça nous a coûté 15 000 euros, la blague, c'est pas rien. On les a fait annoter. Au début, ça devait nous coûter 5 000 euros. On a fait annoter tous les documents une fois. Et une fois que ça a été annoté, on s'est rendu compte que ça partait dans tous les sens. Alors que les consignes étaient très claires et il n'y avait pas 130 possibilités. Il y en avait 15. Ça part dans tous les sens. Donc du coup, en fait, on a payé une 2e fois les gens pour faire. Et on a payé une 3e fois un humain pour venir vérifier si les 2 étaient cohérents. Et s'il était cohérent, on les gardait. Si ce n'était pas cohérent, dire laquelle solution était la bonne. Et avec tout ça, on sait qu'on est fiable à 95% dans les annotations. Donc en fait, c'est un vrai sujet difficile. Définir clairement les consignes, oui, c'est important, il faut le faire. Mais même si on les définit clairement, les consignes, elles font 12 pages. Qui ici a envie de lire un document de 12 pages, on va faire un truc? Enfin, tous, on fait un tuto, quoi. Sur YouTube, mais le reste, c'est trop long. Quand c'est plus de 30 secondes, 1 minute, les gens font pas. Et puis derrière, même si tout est bien cadré, un humain, quand il fait ça pendant 1 heure, le premier quart d'heure, il est concentré. Au bout d'un quart d'heure, il dérape un peu. Et on est tous faillibles, on a tous des variations. Et ça, effectivement, il faut qu'on soit capable de le traiter, nous, derrière, d'un point de vue informatique, quand c'est possible. Parce qu'il y a des fois où c'est possible. Premier, où il y a des variations, pourquoi pas, oui. Des majuscules, des minuscules, on peut les enlever. Mercredi, ou je sais plus comment c'est écrit. Forme du mot. Ça, on peut arriver à peu près à le traiter. Quand c'est Monsieur Dupont, Duponté, Dupondé, lequel on corrige? J'en sais rien, parce que
Dupont, c'est Dupont. Enfin, les deux existent. Et c'est pas toujours simple de prendre une décision, mais voilà, c'est rassurant. Ça montre qu'on aura toujours besoin d'humains pour vérifier ce que fait la machine. Bonne conclusion. Mais je voudrais bien dire que les meilleures transcriptions qu'on a eues, eh bien, c'est celles faites par des étudiants pendant des cours. Parce que... Je confirme. Ah oui, non, mais moi, franchement, plusieurs fois, des collègues m'ont dit, est-ce que tu peux, en visio, nous expliquer un peu, puis ils vont avoir 1 heure de travail à faire sur Récital. Ils étaient extrêmement appliqués, alors que dans le projet d'avant, là, Théaville, on a payé des gens, même des gens qui avaient fait l'école des chartes, qui étaient engagés pour 6 mois pour transcrire les textes, et par moments, c'était n'importe quoi. Mes étudiants corrigeaient ce qu'avait fait la personne payée. Donc, c'est pas que la question de l'argent. C'est de la concentration, de la volonté de bien faire, de l'intérêt pour la tâche, en fait. Parce que les étudiants se disent « Oh là là, si je mets un Y et que c'est un I, c'est très grave. » Alors les autres... Merci pour votre intervention. Ça rejoint une... Alors, du coup, je me demandais, aujourd'hui, avec les progrès de l'HTR, est-ce qu'on a un meilleur score avec l'HTR ou avec le crowdsourcing? Est-ce qu'il y a eu des études autour de ça? Alors, et ça rejoint aussi la question de l'articulation entre transcription diplomatique et ontologie, qui a été un petit peu soulevée en filigrane, je pense par plusieurs d'entre vous. Et donc je ne sais pas si vous pouvez revenir aussi sur ces questions de transcription diplomatique et formalisation dans le déontologie. Comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas perdre toute la diversité de la transcription diplomatique? Alors, sur la partie... Alors, HTR, c'est l'OCR pour l'écriture manuscrite, parce qu'en anglais, on dit handwritten, donc HT, H pour handwritten, T pour texte et R pour recognition, donc reconnaissance d'écriture manuscrite. Est-ce que l'HTR fait mieux ou moins bien que la transcription? Ça dépend. Il n'y a pas de réponse unique, forcément, ça aurait été trop simple. Si on prend des documents fin 18e, 19e siècle, oui, parce que tout ce qui est reconnaissance de texte, si les documents sont plutôt propres, la reconnaissance de texte manuscrite, aujourd'hui, on arrive à dépasser les 97%. Et on sait que comme sur des transcriptions faites par des humains, on est de l'ordre de 4 à 5% d'erreur. C'est une moyenne. Hein, c'est, mais pour quelle époque? Pour le 18e, 19e. À peu près. Si on a avant le 18e, ça devient très compliqué. Si on n'a pas beaucoup de pages, beaucoup d'annotations faites par des experts, c'est-à-dire des chercheurs qui vont noter 80% du contenu, donc la machine sert pour 20%. Enfin, bref, voilà. Parce que souvent on est sur des corpus très réduits. Là, la machine, pour arriver à avoir des résultats, ça dépend. Les derniers résultats, là, on est autour des 70%. Donc la transcription fait mieux, mais la transcription est très complexe parce que lire des documents du 17e, voire 15e siècle, moi je sais pas faire. Hein. Pourtant j'en ai vu plein, mais je suis incapable de le lire parce que... Enfin, vous l'avez vu, là, les permissions, on ne sait pas comment le prononcer, là. Enfin, pour monsieur et madame tout le monde, c'est vraiment très compliqué à lire. Donc, la transcription, si on a des experts, c'est-à-dire des paléographes qui se comptent sur les doigts d'une main par département, qui sont vraiment bons, qui ont envie de prendre le temps de bien faire les choses, oui, on aura mieux. Mais c'est pas parfait. Et puis surtout, faut savoir que les transcriptions, ça fait le lien avec la deuxième question. Quand on parle de transcription diplomatique, on veut s'attacher au sens des mots, avoir une transcription qui est fidèle au sens et à la signification du document. Ces transcriptions-là, elles sont bien, j'ai envie de dire, pour l'analyse sémantique du contenu, parce que ce qui intéresse les chercheurs en humanité. Pour un informaticien, presque j'ai envie de dire, on s'en moque, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir la boîte où se trouvent des caractères et quelle série de caractères on a à l'intérieur. Et on va dire à la machine de reconnaître cette série de caractères pour refaire la même chose. Du coup, entre transcription diplomatique et ce qu'on est capable de faire, il y a toujours un delta. Je connais aucune solution automatique qui diffère de la transcription diplomatique, ça n'existe pas. La preuve aujourd'hui, même pour n'importe quelle administration, on va demander que ce soit un humain qui l'ait fait. Il n'y a aucune IA qui est utilisée, à ma connaissance, à moins que ce soit apparu dans les 3 derniers mois, mais il n'y a rien. Parce qu'on ne fait pas confiance à la machine, surtout sur des documents vraiment importants. Est-ce qu'on peut mettre ça dans des ontologies? Ontologie, en théorie, c'est une représentation unique, partagée, universelle d'un domaine. Donc, dans le meilleur des mondes, c'est l'outil qui va bien pour représenter toute la connaissance d'un domaine. En pratique, des ontologies d'un domaine, il y en a, par exemple, là, si je prends sur les familles, là, pour le truc des généalogies, on a cherché, je crois qu'on en a trouvé 60. Donc, la description unique, universelle, quand il y en a 60, il va falloir m'expliquer la définition du mot unique, universel. C'est compliqué. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas d'accord. Parce qu'en fonction de... Même au sein de l'ANR,
en fonction des historiens ou démographes, qui soient de l'INED à Paris, qui soient à Tours, ou que ce soit les chercheurs du CRM, ils ne cherchent pas tous la même chose à l'intérieur des documents, parce que, et c'est la même chose dans les, je pense pour toi, quand on s'intéresse aux gravures, certains vont s'intéresser à savoir est-ce que c'est des dessins au trait ou des dessins faits au point, d'autres vont s'intéresser plutôt au type, à la forme des bâtiments, est-ce que c'est plutôt gothique ou autre chose à l'intérieur d'une image. Donc un même document, ou une même image, ou une même page, finalement on peut l'avoir sous plein d'angles différents, et retrouver une modélisation unique, et pour tous, ça, à ma connaissance, ça n'existe pas. Donc du coup, aujourd'hui, toutes les solutions qui existent, on va chercher à trouver une ontologie qui correspond à ce qu'on veut sur un cas d'utilisation particulier dans un projet. Et puis à côté de ça, des outils informatiques, on va voir comment faire pour faire entrer toutes nos connaissances dans cette ontologie, et ça marche bien. Mais c'est ponctuel, c'est lié à un projet, à un besoin particulier, et clairement, c'est pas fait pour qu'on puisse tous agréger autour d'un objet unique tel qu'on pourrait le connaître avec Wikidata, Wikipédia ou ce genre de choses qui pourraient le faire. Des gens essayent de le faire. Je sais qu'il y a des gens aux États-Unis, en Allemagne, en France, des gens qui essayent d'aller vers ce genre de choses, en Suisse aussi. C'est compliqué parce que c'est très vaste, très difficile de tout uniformiser. Enfin, on l'a vu, là, il n'y a pas un format. Enfin, si on prend l'exemple de l'ATEI, ça fait toujours rire l'ATEI parce qu'il y a l'ATEI et puis en fait, c'est l'ATEI parce qu'il y a plein de façons d'écrire un document. C'est un standard, mais en fait, c'est un standard avec un S. Donc on n'est pas sur un, on est sur plein, parce qu'il y a même la BNF qui a été l'un des précurseurs pour pousser ce truc-là, il est le premier à faire un truc qui ne suit pas le standard qui a été défini à l'époque et pousse son format à lui, quoi. Donc bref, c'est compliqué parce qu'on ne pense pas tous de la même manière, on n'a pas tous les mêmes idées. Est-ce qu'il faut tout uniformiser? J'en sais rien, parce que est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est un vaste programme. Il y a des gens qui essayent de pousser pour qu'il y ait, typiquement sur tout ce qui est reconnaissance d'écriture manuscrite, il y a une initiative là, qui existe depuis 3 ans, je crois, qui s'appelle HTA United, où dès qu'on fait des choses, on le partage avec les autres. Alors, on n'arrive pas à tout assembler, mais on essaye de le faire. On essaie de partager au maximum pour que les bonnes pratiques se propagent. La grosse conférence internationale en analyse de documents qui s'appelle ICDAR, International Conference on Document Analysis. L'année prochaine, c'est moi qui m'occupe des compétitions, parce qu'il y a des compétitions à l'intérieur. Et ce que j'aimerais pousser, parce que c'est une vraie discussion qu'on a depuis 4-5 ans à l'échelle mondiale là, sur la thématique, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas arriver, ne serait-ce aujourd'hui, à uniformiser la manière dont tous nos datasets, tous nos jeux de données sont créés, pour le rendre un peu tout comparable, pour que quand je propose une méthode, je puisse la tester sur plein de choses différentes, et pas juste dire j'ai fait la méthode qui marche bien sur ce truc très spécifique dont tout le monde se fout, mais un truc qui marche vraiment partout, quoi. On essaye je veux pousser ce truc-là. J'ai proposé cette idée il y a 1 mois et demi, là, quand j'étais à Athènes pour la conférence de cette année. Il y a plein de gens qui m'ont dit non, mais t'es sûr, parce que c'est compliqué, on n'y arrivera jamais. Donc voilà, on va y arriver, je pense. Mais 5 à 10 ans, quoi. Et le temps que les mentalités changent, que les pratiques changent, ou peut-être qu'il y ait un Google ou je ne sais pas qui arrive, qui sorte une méthode qui marche bien et qui décide c'est ça le standard et tout le monde le suit. Comme ça a été avec PDF il y a 30 ans de ça, où Acrobat est arrivé, ils ont produit un truc qui marche et tout le monde est d'accord et tout le monde fait du PDF aujourd'hui. Mais c'est pas, ça a des avantages et des inconvénients. Donc voilà. Bon, bref, je suis pas très optimiste, je suis désolé. Mais on va y arriver. Je sais pas si vous voulez compléter. Non, c'est bien. De ce que je comprends, Michael, une des parties quand même du travail, c'est d'arriver à rectifier dans la lecture d'un document. Rectifier dans le sens, repérer justement s'il y a un S long et en fait un S, elle transcrire en S. J'ai un cas sur lequel je ne m'étendrai pas, mais où en fait on aurait besoin précisément d'un OCR qui surtout ne rectifie pas quelque part, c'est-à-dire qui non seulement interprète le S-long comme un S-long, mais qui, s'il y a une majuscule qui traîne au milieu, la garder comme majuscule. Dans les modèles d'entraînement, est-ce que c'est quelque chose qui ne pose aucun problème, ou est-ce que dans les modèles entraînés, on peut revenir en arrière, c'est-à-dire enlever la couche de correction, ou au contraire, est-ce qu'on est dans une situation où en fait ce qu'on entraîne va vers une certaine norme et empêche en fait ce type de reconnaissance? Alors, en fait, quand on parle de modèles entraînés, il y a 2 grands types de modèles sur la planète. Enfin, il y a ce qu'on appelle LLM, là, les fameux modèles qu'on disait là, qui détruisent un tiers de la forêt amazonienne à chaque fois qu'on les entraîne.
Quand j'étais avec Dard, je parlais avec Snowflake. Vous connaissez peut-être pas, c'est une entreprise qui fait un cloud sur Internet. C'est un concurrent d'Amazon et Google. Pendant que j'étais là-bas, ils sont en train d'entraîner un modèle avec 500 milliards de paramètres. Vous vous rappelez, tout à l'heure, il a parlé de 500 milliards de paramètres. Le modèle, il était content parce qu'il venait d'acheter des nouveaux GPU, donc ça ne prenait que 3 semaines d'entraînement. Avant, c'était 2 mois. C'est 3 semaines avec 1250 GPU. Donc à chaque fois qu'il lance son truc, il faut détruire la planète. Mais ça marche bien parce que les clients payent pour ça, donc tout va bien. Donc ça, c'est les gros modèles de langue. Moi, je pense qu'il en faut parce que ces gros modèles-là, en fait, ils sont utilisés partout. Quand tu parles d'entraînement, en fait, généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas entraîner ces gros modèles. On va prendre un gros modèle qui existe, et on va juste, ce qu'on appelle fine-tuning, c'est-à-dire le rentraîner sur un cas spécifique. Ce fine-tuning, derrière, on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire que la reconnaissance, moi je le vois là sur le projet, la reconnaissance d'écriture, si c'est des documents, comme je disais, fin 18e ou enfin même d'ailleurs des 19e siècle, on est capable de reconnaître. On peut lui dire le S long, tu le transcris en S long ou tu le transcris en S normal. Donc, on peut lui dire, en fait, ce qu'il faut savoir, tous ces outils-là, ils sont pas là, c'est pas des yeux où ils sont en train de lire du texte. On leur dit, tu as des pixels, il faut que tu donnes la signification en texte. Et donc, du coup, permission avec 2 grands S ou avec 2 petits s, lui, il va apprendre que quand il y a cette représentation, voilà comment je la mets en texte. Et ça, on peut l'apprendre, on peut faire ce qu'on veut. Donc, si tu veux garder ce truc-là, garder les majuscules, on peut. Si tu les veux pas, on peut les enlever. Tout ça s'adapte. Bien évidemment, on peut faire une fois que le résultat est sorti, on peut mettre des outils derrière en post-traitement pour essayer de corriger un peu toutes ces choses-là, mais on peut le faire. Par contre, une fois que le modèle était entraîné pour faire une chose, si on veut qu'il fasse autre chose, faut le refine-tuner. Alors, le refine-tuner, ça prend pas énormément. Quand je dis pas énormément, c'est si on veut quelque chose qui marche bien, il faut, si c'est de la reconnaissance d'écriture manuscrite, il faut quelques centaines de pages qui ont été transcrites à la main. Alors, quelques centaines, ça fait quand même beaucoup de travail pour un humain. Mais c'est pas énorme et c'est pas quelque chose qui va prendre 3 semaines avec 1250 GPU. Dans mon labo, du fine-tuning, on en fait en fonction des modèles, je sais pas, ça prend entre 30 minutes et 2 heures, et parfois 8 heures en plus, mais c'est quelque chose d'assez rapide avec un GPU. Donc on n'est pas. On détruit un arbre, pas la forêt. Mais voilà, mais on n'est pas écolo, on le sait. Et malheureusement. Bref, c'est comme ça. Mais donc, c'est pas, on peut pas revenir en arrière, mais on peut faire un peu ce qu'on veut. Et ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas une IA, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais en fait, il y a plein d'IA, il y a plein d'outils différents qui sont là pour tout faire. Tu voulais compléter, non ? Je suis tellement d'accord. Je me suis permis de faire une petite sollicitation quand vous serez chez vous. Ça me plairait bien que vous essayiez 3 minutes la partie qui marche encore bien sur transcrire, parce que juste le fait d'en faire 3 minutes, vous comprenez plein de choses, mais nous, ça nous aide. Et même si vous écrivez d'en transcrire des choses complètement fausses, c'est pas grave parce que, comme je vous l'ai dit, il y a pour l'instant cette sélection qui est liée au fait que la machine ne va garder que si ça a été transcrit 2 ou 3 fois de la même façon. Parce qu'on voit très bien les réponses rejetées. Nous, on peut regarder dans la poubelle. Il y a des gens qui écrivent dans la case transcrire ce soir, je vais regarder un film. Enfin, ils écrivent n'importe quoi. Donc on voit. Il y en a dans tous les sites, il y a des gens comme ça. Hein. Donc ça ne sera pas gardé, mais à la vérité, ça va faire augmenter le nombre de contributeurs. Donc je pense que si vous pouviez demander chacun à 2000 personnes d'en faire, on pourrait afficher qu'on a 300 000 utilisateurs et là on aurait de la subvention. J'avais juste une question complémentaire. Vous archivez l'ensemble des programmes, l'ensemble des oui. choses qui n'ont absolument aucun sens. Non, si, tout est archivé. Après. Mais est-ce que du coup, il n'y a pas un entraînement sur une même personne se trompe toujours systématiquement sur quelque chose? Un entraînement sur une. En fait, c'est-à-dire une même personne va faire plusieurs retranscriptions. Et en fait, cette même personne, on ne sait pas pourquoi, le O se transforme toujours en O. Oui, elle lit toujours mal. Ouais. Elle lit toujours la même chose. Oui. Est-ce que du coup, plutôt que de reprendre chaque texte et voir s'il est bien retranscrit par quelqu'un qui va le lire, est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi de regarder par personne qui intervient, finalement, venir à l'inverse et de regarder s'il n'y a pas toujours une erreur? Mais non, parce que c'est anonyme, donc on ne sait pas qui a transcrit quoi, on n'entre pas son nom. Non, mais moi je suis pas informaticienne, mais j'ai bien vu qu'on peut écrire des programmes pour dire que Sylvia, ça s'écrit comme ça, et toutes les fois où il y aura écrit Sylvia avec 2 L ou avec un I ou un Y, etc., on va choisir la façon. Ben non, parce que ça, je sais pas, tu peux peut-être gloser ça, mais ça ne tient pas compte de la personne qui est entrée pour écrire.
Ça dépend de qui a fait l'outil et comment il l'a fait. S'il est un peu malin, même si on ne demande pas le nom, on essaie de garder les traces pour avoir des sessions, ce genre de choses, pour s'en rappeler, parce que effectivement, il y a des biais liés à l'annotateur et il y a intérêt à les repérer, parce que les premiers qui ont fait des gros travaux comme ça de crowdsourcing, c'est Google, bien évidemment. C'était en 2012, à l'époque où justement il y a eu un gros boom. Et eux, en fait, c'est à l'époque où ils ont demandé à des gens d'annoter des images pour détecter s'il y avait un bus, une voiture, ce genre de choses. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait un petit groupe d'annotateurs qui étaient des étudiants de, je sais plus si c'était Berkeley, MIT, enfin une grande université. Et en fait, comme ils avaient beaucoup d'humour, dès qu'il y avait un animal, ils s'amusaient à dessiner un pistolet avec des boîtes en fait, à côté du truc qui pointait vers l'animal. Et du coup, le système apprenait tout, il cherchait la boîte et il disait ceci est un pistolet, alors qu'en fait, ceci est un oiseau, alors qu'il était à côté en train de faire le truc. Ce qui est complètement fou, mais en fait, ils voulaient à tout prix faire foirer le système parce qu'ils étaient contre Google et contre le. Enfin voilà, c'était une volonté politique, j'ai envie de dire, qui n'a rien à voir avec le reste, mais ils l'ont fait. Et en fait, ils comprenaient pas pourquoi ils convergeaient pas du tout, ça partait en sucette, puis il y avait des trucs qui étaient complètement différents. Et en fait, en cherchant un peu, ils se sont rendus compte que il y avait des étudiants, un groupe d'annotateurs, ils se sont vite rendus compte que par rapport aux adresses IP, on est tous de la même université. Donc, mais ils savaient qu'il y avait un groupe de personnes qui avaient cherché à, soit parce qu'ils ont beaucoup d'humour, soit pour des raisons politiques, à dégrader la chose. Donc oui, il faut le garder, ce genre d'information, mais c'est pas toujours facile à faire parce que. Et puis voilà, est-ce que finalement, si une personne fait tout le temps la même erreur, est-ce qu'elle fait une erreur ou est-ce que c'est le système qui fait une erreur ou... En tout cas, ça questionne. Mais c'est intéressant, pour reprendre l'exemple de Google, ce qui est très drôle, c'est que ce programme de notation, vous avez tous déjà vu les systèmes CAPTCHA, là, où on vous demande de taper du texte dans la boîte. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a toujours deux mots, toujours deux images différentes. C'est parce qu'il y en a une, c'était le vrai truc à vérifier. L'autre, c'est parce que c'est un truc que le système ne savait pas reconnaître et on vous demandait de le taper pour faire la notation gratuite pour Google. Donc vous avez tous travaillé gratuitement pour Google. C'est la même chose aujourd'hui quand on vous demande de choisir les vélos ou les passages piétons sur les images. Parce que vous annotez des images pour Google, donc félicitations. Vous travaillez tous gratuitement pour Google. Ils en ont besoin parce qu'ils ne vont pas très bien économiquement. Et bon, bref, tout ça pour dire que... Ça existe depuis très longtemps et ils font beaucoup d'études sociologiques justement sur les annotations pour essayer de comprendre les comportements des humains. Alors on pourrait se dire pour la science, non, c'est simplement pour eux essayer d'adapter leur outil d'annotation pour être sûr que les gens fassent exactement ce qu'ils veulent. Donc, mais n'empêche qu'il y a des études sociaux, ils ont partagé ce genre de choses parce qu'ils ont 15 ans d'ancienneté sur la thématique, ou 12 en tout cas, et ils font beaucoup de choses. Mais voilà, mais c'est un vrai sujet en tout cas. -2. On n'a qu'une heure de retard sur le programme, ce qui est un véritable miracle et coup de force. Merci beaucoup encore aux intervenantes et intervenants. Merci aux deux étudiants qui ont assuré la technique. Merci à la captation vidéo. Merci à Christophe et merci à Aurélie. Et merci aux étudiantes et étudiants présents. Vraiment, c'est formidable de pouvoir vous avoir. Ça donne un sens complètement autre à ce genre de journée d'études. C'était formidable de vous avoir. Bon week-end et puis à très bientôt.